Gors, il croit beaucoup dans le pouvoir des syndicats. C'est un des premiers philosophes politiques à théoriser le rôle du syndicat dans son texte de 1964 qui s'appelle Stratégie ouvrière et néo-capitalisme. Et donc ça, je raconte ça dans le livre de thèse aussi. Les autres philosophes politiques ou les marxistes sont plutôt intéressés au parti et du coup le syndicat a été subordonné au parti. Gors, il voit vraiment un pouvoir autonome du syndicat aussi dans un contexte où les syndicats sont beaucoup inféodés à une stratégie politique et donc lui il défend l'enjeu de l'autonomie du syndicat pour qu'on ait l'impression qu'on a un pouvoir autonome de lutte syndicale sur le lieu de travail et qu'on nous dise pas juste on attendra les prochaines élections, ce qui était un peu une position attentiste qu'il constatait dans les années 50-60 et donc il défend le pouvoir syndical, il défend le syndicat comme un outil pour reprendre du pouvoir sur les besoins, sur l'organisation de la production. On est aussi dans un contexte où il y a plus de syndiqués, après la Seconde Guerre mondiale, etc., où il y a une unité plus forte des corps professionnels. Donc où la CFDT est autogestionnaire aussi. Tout à fait. Où la CGT, la CFDT est perçue comme plus à gauche et plus radicale que la CGT. D'ailleurs là-dessus, il y a une super émission. Il me semble que c'est Usul et Cotentin à l'époque qui parle de la CFDT et de la transition à partir des années 80 en syndicat d'accompagnement des directions. Mais en effet, à l'époque, la CFDT est hyper dans cette ligne libertaire des années 70, avec quelqu'un comme Charles Piaget qui va mener la lutte des LIP à Besançon et qui est à la CFDT. Et au contraire, à la CGT, il peut y avoir un côté plus autoritaire et plus de on attend les élections et l'autogestion, on verra ça après la conquête du pouvoir politique. Là-dessus aussi, si la question de l'autogestion vous intéresse, il y a tout mon livre aussi qui raconte ça, mais il y a un super livre du sociologue Jean Lochkine qui s'appelle Le tabou de la gestion, qui revient sur toute l'histoire de cette tendance à l'autogestion qu'on peut trouver dans l'anarcho-syndicalisme dès le 19e siècle et qui existe au sein de la CGT et qui va se faire un peu écraser dans certains moments historiques pour des raisons aussi politiques. Mais donc c'est un super livre qui permet un peu de penser ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les syndicats ? Gors, il s'adresse aux syndicats dans toute sa vie, dans toute son œuvre. Par exemple, en 88, dans Métamorphose du travail, à la fin du livre, il y a un résumé pour les syndicats. Résumé exécutif, quoi. C'est un peu comme quand on fait des rapports aujourd'hui. Donc, il continue d'échanger avec eux parce qu'il pense qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir propre aux syndicats. Aussi parce que les syndicats, ils sont sur le lieu de travail, donc ils sont plus en prise avec les enjeux de conditions de travail, d'organisation du travail, les réflexions sur les besoins, les priorités, comment on pourrait faire moins, comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait mieux organiser la production, mais avec moins de ressources. Parce que souvent, en fait, le gaspillage, etc., c'est aussi organisé par le haut et par la direction qui fait des choix, soit des choix de méconnaissance ou soit des choix un peu d'optimisation ou de profit, mais qui sont pas des choix pertinents sur le plan écologique, quoi. Donc ça, c'est super important, ce pouvoir syndical-là, et c'est en fait, actuellement, c'est un outil qui a des droits. Vous avez le droit à 1 heure d'info syndicale par mois. Vous arrêtez le travail et vous parlez avec vos collègues de comment ça va au travail. Et franchement, déjà, si tout le monde faisait ça 1 fois par mois dans tous les lieux de travail, ça changerait un truc sur notre rapport au travail. Vous avez le droit à 1 journée de formation syndicale par mois. Et ça, c'est énorme, en fait. Et c'est des droits qu'on prend pas. C'est des droits que les gens ne connaissent pas et qu'on prend pas forcément. Alors, peut-être que vous vous dites, OK, dans mon service, la flemme de le faire avec mes collègues, je les ai pas choisis, je suis là de façon temporaire, j'ai pas envie et tout. Mais en fait, votre formation syndicale, ça peut être avec un autre service, ça peut être au niveau de votre union locale ou départementale. C'est pas forcément avec vos collègues que vous avez pas envie de voir si vous avez pas envie. Enfin voilà, on peut l'ouvrir aussi dans d'autres perspectives. Donc moi je dis, cet outil il est là, c'est un contre-pouvoir, ça fait chier les directions. Franchement, prenons-le, quoi. Enfin, à partir du moment où ça contrarie et que au contraire les directions se disent c'est plus simple quand il n'y a pas de syndicat, c'est que vous avez plutôt intérêt à prendre ce contre-pouvoir-là pour montrer que c'est pas un boulevard pour les souhaits des directions.
Donc là-dessus, enfin, je pense que l'outil syndical il est hyper intéressant. Moi, j'échange beaucoup avec le milieu syndical de différentes perspectives et je suis moi-même syndiquée. Et c'est pas facile de faire bouger les choses, y compris sur les enjeux écologiques, où on m'a dit texto que ça nous éloigne du terrain syndical. Donc bon, c'est pas facile aussi à la base d'essayer de porter des trucs. Donc c'est aussi des enjeux de combat en interne, d'énergie face à des petits chefs, etc. Mais il faut pas lâcher cet outil-là parce que c'est un outil qui nous offre des droits. Je pense que l'un des pouvoirs qu'a le syndicat aussi, et c'était une perspective qui a été pensée par les Italiens dans les années 70, le courant qui s'appelait l'opéraïsme, en fait voulait renouveler le mouvement syndical et renouveler la conscience ouvrière en créant des enquêtes, en allant voir les travailleurs et en les interrogeant sur leurs conditions de vie, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours biographique, comment tu t'es retrouvé sur ce poste, c'est quoi tes conditions de travail, t'en penses quoi, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, quelles seraient tes revendications, pour créer un mouvement syndical au plus proche de la base. Et donc cette méthode de l'enquête opéraïste, de l'enquête au plus proche des gens, bah, c'était déjà l'occasion de créer du lien sur le travail, d'aller parler avec les uns et les autres, et de faire des revendications au plus proche, et d'adapter la stratégie finalement aux besoins des gens, en gros. Et ça, je trouve que c'est une méthode qui est super intéressante et qu'il faut reprendre aujourd'hui, aussi pour pouvoir parler d'écologie au travail, par exemple. Et dans le cadre d'une enquête que je mène aujourd'hui sur les métamorphoses écologiques au travail, d'ailleurs que je vous invite à compléter si ça vous intéresse, il y a le lien sur mon blog et tout, mais peut-être que je pourrais vous transmettre aussi pour YouTube. Dans le cadre de cette enquête-là, j'ai échangé avec quelqu'un qui, dans le cadre de sa boîte du logement social dans le Tarn, ça s'appelle Tarn Habitat, il a créé une section syndicale sur les enjeux écologiques qui s'appelle Printemps écologique, et ça fait 2 ans qu'il fait une newsletter, qu'il fait des activités, des temps de sensibilisation aux enjeux écologiques pour ses collègues et tout. Et il a lancé une enquête où il a demandé aux collègues de remplir un questionnaire sur les concepts écologiques qu'ils connaissaient, l'impact sur leur travail et leurs idées pour rendre leur travail plus écolo, en gros. Et ensuite pour le porter au niveau syndical. Et bah, sur 220 salariés, il y a 70 personnes qui ont répondu, ce qui est un super taux de réponse. Et du coup, suite à ça, bah, maintenant, donc lui, il a aggloméré toutes ces infos, toutes ces analyses et tout, et il utilise ça aussi comme contenu à la fois pour continuer de former les collègues et pour porter des revendications là-dessus. Et du coup, maintenant, quand il se déplace dans le cadre de son boulot et qu'il échange avec les collègues, les gens lui disent « Ah bah tiens, j'ai rempli ton questionnaire, et puis tu sais, ça m'a fait réfléchir, parce que moi, je suis magasinier, je m'occupe de la gestion des stocks de pièces, par exemple, pour réparer des fuites dans les logements sociaux et tout, eh ben je me rends compte que c'est débile parce que la façon dont on reçoit les commandes, elles sont hyper emballées dans des sacs plastiques et dans des cartons, et que moi je perds du temps de travail à déballer les trucs, ça pèse sur ma charge de travail, et chaque semaine je jette des centaines de sacs plastiques et des centaines de cartons. Et en fait, le fait de faire l'enquête, ça a amené son collègue à lui dire « Tiens, je vais te raconter ce truc-là. Tiens, ça m'a fait penser à ça et tout. » Et ensuite, d'avoir une revendication qui est au plus proche du travail concret, qui est de se dire bah, comment, en fait, on change la logistique de gestion des pièces pour réduire les déchets et pour, du coup, réduire le temps de travail du collègue qui aura plus à déballer ça. Et ça, je trouve que c'est super concret, c'est au plus proche des besoins des travailleurs, et c'est une perspective hyper enthousiasmante aussi pour créer un collectif et qui ne se fait pas autour d'idées abstraites, quoi, qui se fait vraiment autour de perspectives et de revendications hyper concrètes. Et du coup, pour cette redirection écologique du travail dont on a besoin, moi je pense que ça doit venir du bas, parce qu'il y a que le bas qui sait, et que souvent le haut a des grandes idées, mais en plus le haut est un peu dans une position de mépris de classe, à croire que les autres ne savent pas, ou que les autres ne sont pas sensibles ou pas formés, blablabla. Donc il faut que ça parte du bas, il faut que ces idées-là justement elles remontent, et je pense que ce contexte écologique de transformation du travail devrait être l'occasion de porter ces enjeux de démocratisation du travail en disant qu'il n'y a que la base qui est légitime pour savoir, qui est légitime et qui sait le mieux pour savoir comment transformer son travail. Et donc tout cet enjeu d'autogestion, de démocratisation du travail qui a existé dans d'autres contextes, dans
dans le contexte du socialisme industriel au 19e siècle aussi, c'est l'occasion de le remettre dans le débat actuel en disant si vous voulez faire la transition écologique au travail, le moyen le plus efficace de le faire, c'est de laisser de l'autonomie aux gens. Et alors là, du coup, ça marche pas parce que les chefs, ils veulent pas, parce que la hiérarchie, elle est telle qu'elle est. Mais du coup, ça montre bien que même sur l'enjeu de l'écologie au travail, le problème, c'est les rapports de classe, c'est la hiérarchie, c'est le pouvoir. Et donc, ça remet cette dimension politique centrale là. Et du coup, on n'est pas dans des faux semblants on a une stratégie à RSE de mettre de la moquette, quoi. On revient sur le nerf de la guerre du pouvoir sur les moyens de production et sur l'organisation du travail.